Je vous propose qu'on commence. Les derniers arrivés, voilà, vous pouvez vous asseoir et puis on va commencer. Bon, eh bien, bonjour à tous. Je suis ravi de vous accueillir ici à Lilo pour cette table ronde sur le reconditionnement de matériel informatique. Alors, je me présente, je suis Sylvain Yaffrat, je suis responsable de filière numérique et numérique responsable à la direction économie de la métropole de Lyon. Et j'ai le plaisir d'accueillir donc pour cette table ronde trois structures liées au reconditionnement de matériel informatique. Flora Graioni de Emmaüs Connect, Valentin Degas de WeFund et Mathieu Gosset de Ecoder, qui auront le plaisir de se présenter dans un petit moment. Alors pour introduire ce sujet de table ronde, vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui nous sommes témoins d'une grande transformation dans le cadre de l'économie circulaire. Et la filière reconditionnement informatique, pour le coup, joue un rôle principal dans ce cadre d'économie circulaire pour prolonger la durée de vie des matériels informatiques, tout en limitant l'impact environnemental qui leur sont liés. Alors nous, Métropole de Lyon, en tant que collectivité territoriale, avons à cœur de soutenir cette filière et avons mis en place pas mal d'actions, et on aura l'occasion de revenir dessus, pour le bon développement et la bonne dynamique de cette filière en local. Et parce que pour nous, elle participe à la fois à la réduction de l'empreinte carbone, mais également elle a un impact social extrêmement intéressant, et on va le voir tout à l'heure, tout en permettant également de proposer du matériel à des prix compétitifs pour des publics qui en a besoin. Alors, ce qu'on a tendance à dire, c'est une sorte de paradoxe, c'est qu'en France, selon l'ADEME, 20 millions de tonnes de matériel informatique est récupéré chaque année. Sur ces 20 millions, 50% sont recyclés. Et dans le même temps, en parallèle, on a 16 millions de personnes qui sont en grande précarité numérique. Et donc la question de savoir s'il pourrait y avoir des solutions et des liens à faire entre ces deux ordres de grandeur qui sont assez vertigineux. Alors, les questions qu'on va essayer d'aborder aujourd'hui, fatalité ou pas, est-ce qu'on peut faire quelque chose contre ce problème? Est-ce qu'on peut concilier à la fois rentabilité économique et démarche solidaire dans le cadre de ces entreprises? Est-ce qu'une filière, comment une filière peut se mettre en mouvement sur un territoire comme le nôtre, et comment une collectivité comme la nôtre peut accompagner cette dynamique sur le territoire? Donc voilà les questions que je vous propose qu'on aborde aujourd'hui. Alors, pour commencer, pour ne pas perdre trop de temps, est-ce que vous pouvez donc pour le coup vous présenter, chacun à votre tour, et on commencera ensuite par une première question. Mathieu, peut-être, si tu veux commencer. Donc quelques mots sur la structure pour qu'on comprenne un peu à qui on a affaire. Bonjour à toutes et tous. Donc Mathieu Gosset, responsable commercial chez Ecoder. Ecoder, c'est un reconditionneur informatique solidaire depuis 20 ans. Solidaire parce que c'est notre mission première. Nous insérons professionnellement des personnes en situation de handicap par le biais du matériel reconditionné. Chez Ecoder, nous sommes 70% de personnes en situation de handicap sur les 180 personnes que compte l'association. Nous avons 3 missions principales. La première, elle est sociale, je viens de vous en parler. La deuxième, elle est sociétale. Nous visons à réduire la fracture numérique en proposant du matériel de qualité professionnelle à un prix abordable et également garanti. Et la troisième mission, elle est environnementale. L'année dernière, nous avons collecté 240 tonnes de matériel informatique. Nous avons proposé 20 000 machines en reconditionné. Et sur ces 20 000 machines en reconditionné, donc, je suis désolé, j'ai un petit trou. Donc, nous sommes, je suis désolé, en plein développement, comme je disais, avec ces 20 000 machines en reconditionné. Et à ce stade, nous avons bénéficié en 2023 d'un refinancement de 3,5 millions d'euros
pour pouvoir continuer de nous développer. Donc nous nous développons, nous nous structurons, nous nous développons et nous allons ouvrir, et nous sommes en train d'ouvrir une antenne sur Nantes, sur les 5 antennes que compte l'association Ecoder. Nous sommes présents sur le hub de l'économie circulaire depuis 2021. À Rieux. À Rieux. Donc je suis désolé, j'avais la petite partie dont je voulais vous parler, qui était la partie environnementale de tout à l'heure. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, il faut à peu près 800 kg de matières premières à extraire pour faire un ordinateur de 2 kg. 800 kg, c'est l'équivalent d'une Twingo. Donc globalement, on extrait une Twingo pour faire un ordinateur de 2 kg. Sur 20 000 machines reconditionnées, en fait, ça vous permet tout simplement d'éviter d'extraire 20 000 Twingo. 20 000 Twingo, c'est l'équivalent de 18 terrains de foot. Et chez Ecoder, nous avons 4 métiers principaux. La collecte, nous avons également comme métier le reconditionnement, bien évidemment, la revente de matériel reconditionné et l'infogérance, la gestion de parc, principalement sur l'Île-de-France. Voilà, je vous remercie. Ok, merci. C'est très clair. Alors du coup, moi je suis Valentin, je suis responsable de production chez WeFound. WeFound, c'est une association villeurbanaise qui est assez récente, nous on n'a que 5 ans. Au niveau de nos 2 préoccupations qu'on a dans l'association, c'est favoriser l'inclusion numérique et réduire l'impact écologique du numérique en général. Donc nous, ce qu'on fait, on va faire un petit peu pareil qu'Ecoder, un petit peu pareil qu'Emmaüs Connect aussi, et on va du coup récupérer des ordinateurs d'entreprise, les reconditionner, les remettre à niveau, et ensuite les donner à des personnes du coup qui sont très éloignées du numérique, notamment avec des programmes qu'on fait du coup en partenariat aussi avec la métropole pour des publics précaires. Voilà. Bonjour à tous, j'espère que la digestion se passe bien. C'est toujours un peu compliqué, ces tables rondes en début d'après-midi. Donc je suis Flora, je suis responsable régionale pour Emmaüs Connect, qui est une association donc, du mouvement Emmaüs, qui a commencé il y a maintenant plus de 10 ans à faire des actions pour lutter contre la fracture numérique, et a commencé par distribuer de la connexion à prix solidaire aux personnes sans domicile ou en situation de grande précarité. Voilà. Après, notre environnement se développe et avance toujours plus vite. Et on s'est rendu compte qu'il y avait d'autres enjeux. Donc il y a un enjeu d'accompagner les publics aux usages. Et donc on fait aussi des parcours et on accompagne, grâce à nos bénévoles, les personnes en situation de précarité dans l'apprentissage de ces usages. Et pour finir, last but not least, on a développé une filière de reconditionnement solidaire pour pouvoir équiper ces personnes. Et la filière s'appelle lacollecte.tech. À date, en région Aura, on a collecté l'année dernière entre 1500 et 2000, enfin chaque année on collecte entre 1500 et 2000 équipements. Je dirais que 50% de ces équipements sont des PC portables, qu'ensuite nous reconditionnons grâce à des partenaires tels qu'Ecoder, et que nous distribuons soit dans nos espaces de solidarité numérique, il y en a un à, je dirais, 1 km d'ici, à l'arrêt de tram Jet d'eau, soit on organise également des grandes distributions au public en situation de précarité, comme par exemple une distribution qui a eu lieu en fin 2023, qui était soutenue par la métropole de Lyon. Très bien, c'est très clair. Oui, ça fait partie des actions effectivement que l'on a mis en place pour participer au développement de cette filière. Alors, tu vas peut-être garder le micro. Plusieurs enjeux sur cette filière du reconditionnement. Le premier gros enjeu, on commence à l'avoir abordé, c'est la collecte, c'est l'accès au gisement. Si tu peux, en plus de ce que tu nous as déjà expliqué, nous dire d'où provient le matériel que vous récupérez, comment vous faites en sorte de le récupérer, sous quelles conditions vous le récupérez. Et voilà, donc et Emmaüs et Ecoder, non. Emmaüs et Ecoder, c'est un peu le métier de tous les trois. C'est la base. C'est pour éviter que les trois redisent un peu la même chose, mais si vous pouvez nous éclairer là-dessus. Alors nous, on va principalement travailler avec des entreprises, des collectivités, mais également des particuliers qui souhaitent donner leur équipement
pour que cet équipement soit ensuite donné ou vendu à prix solidaire à des publics précaires. C'est un peu ce qui nous différencie d'autres structures qui font du reconditionnement informatique. C'est vraiment l'attention au public et le choix, disons, de donner et d'équiper en fonction des usages. C'est-à-dire, si on va équiper des étudiants, on sait qu'on ne peut pas donner un ordinateur qui n'est pas performant ou pas rapide. Donc, on va vraiment axer le choix du reconditionnement des équipements sur l'usage final du bénéficiaire. Donc on va faire ça très simplement. On a une plateforme en ligne qui s'appelle lacollecte.tech. Tout à chacun peut aller sur la plateforme, dire je veux donner un ordinateur. Il y aura quelques étapes à suivre et puis un de nos collègues ou bénévoles vous rappellera pour collecter les équipements informatiques. L'enjeu, ils sont là, hein, c'est les concurrents. Mais non, je rigole, c'est les gentils. Merci. De notre côté, on a un peu le même mode de fonctionnement, à savoir qu'on va collecter dans les grandes entreprises. Pourquoi les grandes entreprises? Parce que ce sont des parcs récents, des parcs homogènes et de qualité professionnelle, qui permettent un reconditionnement plus aisé, contrairement à du parc grand public où la plupart des composants à l'intérieur des ordinateurs sont soudés, ce qui complexifie énormément le reconditionnement par la suite. Donc ça, c'est sur la partie vraiment collecte. En termes de façon de collecter, il y a plusieurs possibilités pour les entreprises, à savoir elles peuvent nous faire du don. Elles peuvent également faire du don défiscalisé. En tant qu'association, on a possibilité de valoriser le matériel reçu et les entreprises vont pouvoir déduire 60% du montant de la valeur du matériel reçu. Donc ça, c'est la deuxième partie. Et on rachète également des parcs informatiques aux entreprises, puisque le matériel informatique a une valeur sur le marché, et on va collecter au prix marché, pondéré bien évidemment de l'état du matériel. Est-ce qu'il y a des limites pour le coup à ce mode de récupération de matériel ou cette typologie de matériel? Oui, le marché du reconditionné en fait est en plein développement. Il est en plein développement et les entreprises ont clairement vu leur intérêt, et notamment leur intérêt financier, sur le rachat de parcs. Là, on voit de plus en plus de mise en concurrence d'entreprises pour racheter les parcs informatiques, ce qui a pour effet de faire monter le coût de reconditionnement et par voie de fait de mettre la pression sur le prix de vente du matériel reconditionné. Je vais rajouter aussi que sur les problématiques techniques qu'on peut avoir, notamment par le don de particuliers, il y a pas mal de choses dont on ne se rend pas compte, mais l'utilisateur, on va dire particulier, va être quelqu'un qui va utiliser son ordinateur pendant plus longtemps. Une entreprise, elle va avoir des politiques de renouvellement, que ce soit 2, 3, 4, 5 ans, ça commence à évoluer pour être de plus en plus long. Mais du coup, c'est pour ça que nous, par exemple, chez WeFound, on n'accepte pas les dons particuliers directement, parce qu'en général, ça va être des ordinateurs qui vont être plus rapidement obsolètes. On peut leur donner une deuxième vie, mais du coup, il y a une autre obsolescence qui rentre en jeu, qui va être l'obsolescence logicielle. Vous avez peut-être entendu parler de puces spécifiques qui empêcheraient l'installation de Windows. En l'occurrence, on ne peut pas installer, par exemple, la dernière version de Windows, Windows 11, de partout sur tous les ordinateurs. Seulement des ordinateurs qui sont sortis d'usine après 2018. Sinon, elles n'ont pas une puce, et donc Windows 11 fonctionnera mal ou pas du tout. Si vous êtes technicien, vous trouverez un moyen de bidouiller, mais c'est pas quelque chose qui est ouvert à tout le monde. Et donc, on a des grosses problématiques là-dessus, parce que donc il y a eu aussi le Covid. Tout le monde doit être au courant de cette période. Le Covid a fait en sorte que tout le monde, toutes les entreprises en tout cas, une très grande partie, passent sur des ordinateurs portables. Donc du coup, nous, on était plutôt contents à ce moment-là, on récupérait beaucoup de tours, donc beaucoup d'ordinateurs fixes. Mais par contre, en fait, maintenant, on a très peu d'utilité de ces ordinateurs fixes en sortie,
parce que du coup, ils ne sont plus recherchés. Tout le monde préfère avoir un ordinateur portable. Donc il y a pas mal de conjonctures aussi qui font qu'il y a quand même des limites sur tous ces dons. Et donc on essaie de les contourner des façons dont on peut. Nous, par exemple, chez WeFound, on va aussi proposer des solutions d'installation d'autres choses que Windows. Donc, on appelle ça des versions de Linux. Et donc, du coup, on va proposer d'installer ceci parce que ça permet à des ordinateurs qui vont parfois avoir 12, 13, 14 ans de fonctionner parfaitement pour de la bureautique. Et en fait, il y a une certaine forme d'apprendre en fait quel est le matériel qu'il vous faut pour réellement pouvoir répondre à vos besoins. Et il y a un gros travail aussi d'éducation là-dessus à faire, plutôt que d'avoir toujours le dernier ordinateur qui est parfois un peu trop puissant pour les usages que vous avez. Ok. Si on pense à process, le deuxième gros enjeu pour vous, reconditionneur, c'est la crédibilité et la qualité des produits que vous remettez sur le marché. En 2 mots, comment se passe un process de reconditionnement, vraiment dans ces grandes étapes, et expliquez-nous ce que vous faites pour que le matériel soit effectivement de très bonne facture pour être mis sur le marché. Alors, là-dessus, je veux partir de mon exemple, de l'exemple de WeFound. On est une petite structure, mais on a quand même un process qui est très abouti et qui convient à énormément de grosses entreprises aussi. Dans un premier temps, un ordinateur, on va le récupérer, on l'amène du coup dans nos locaux et on va l'inventorier. On va inventorier l'ordinateur et le ou les disques, parce qu'il peut y avoir plusieurs disques durs dans vos ordinateurs. Et du coup, c'est très important pour la phase d'après, qui va être la phase d'effacement sécurisé des données. On est tous au courant que les entreprises font très attention, notamment à leurs données, pour éviter qu'il y ait des quelconques fuites. Ça pourrait poser des problèmes dans tous les sens. Donc du coup, nous, on va faire différents effacements sécurisés. Chacun a un peu sa solution. On a des solutions constructeurs, des solutions qui sont fournies aussi par des créateurs de logiciels, pour ne pas les citer, Blanco, Aiken ou d'autres. Et donc du coup, on va faire un effacement totalement complet. Ensuite, une fois qu'ils sont rentrés en inventaire, on va commencer à diagnostiquer, vérifier le fonctionnement complet de l'ordinateur, en notant notamment s'il y a aussi peut-être des rayures qui sont présentes sur la coque. Et ensuite, on va passer à la réparation pour ceux qui en ont besoin. Donc on va réparer l'ordinateur. En général, c'est quelque chose qui arrive plus souvent sur les anciens modèles, mais la batterie, elle est défaillante. Elle a perdu beaucoup trop de son utilité pour être considérée encore comme un ordinateur portable. Donc on va généralement changer de batterie. On va pouvoir changer sinon tout le reste s'il faut, que ce soit les touchpads, le clavier, peu importe ce qu'il faut. On le fait en général avec les pièces qu'on a chez nous. Sinon, dans le pire des cas, on peut acheter des pièces neuves. Et ensuite, derrière, on va passer au reconditionnement. On réinstalle l'entièreté des logiciels qu'il faut pour faire fonctionner l'ordinateur. Et on finit après, derrière, par une phase peut-être de colisage, notamment quand on fait de la vente en ligne. Et ensuite, on l'envoie et c'est sorti de nos stocks. Merci Valentin. Alors notre process côté Ecoder, il est très très proche. Je dirais qu'il y a peut-être juste une petite chose à rajouter qui est au niveau des tests en fin de chaîne, puisque nous avons fait le choix de nous faire certifier ISO 9001 donc sur notre système de management de la qualité et ISO 14001 sur toute la partie liée à l'environnement chez Ecoder, de manière à vraiment garantir un niveau de qualité qui soit optimal. Et nous avons rajouté justement des tests en fin de chaîne pour assurer que le produit qui sera envoyé est bien conforme aux spécifications clients qui sont attendues. Donc c'est vraiment la partie qui est vraiment un tout petit peu peut-être spécifique. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que oui, chez Ecoder, on a beau être une association, on est certifié, comme le sont les grandes entreprises à l'heure actuelle, pour le reconditionnement informatique. Donc on est
On ne parle pas de seconde main, parce que là, on est vraiment sur un processus de réparation, de reconditionnement, de remise à neuf, quasiment. Vous n'en avez pas parlé, mais en termes de garantie, les produits que vous donnez ou vendez, en l'occurrence, sont garantis. Tout à fait. Nos produits sont garantis 1 an en standard, et l'extension est possible jusqu'à 3 ans. Dans l'introduction, j'ai parlé aussi d'emploi local et durable. Quel profil de salariés vous avez dans vos différentes structures et quelles compétences, formations vous développez pour le coup? On a tout type de profil chez Ecoder, puisque au niveau national, on a un ESAT, 4 entreprises adaptées, une entreprise d'insertion et un atelier chantier d'insertion. Donc pour le coup, on a vraiment des profils très très différents qu'on va recruter principalement selon 2 critères, la motivation et l'intérêt pour l'informatique, évidemment. Donc ça, ce sont vraiment les 2 critères principaux. Et ensuite, on va ajuster les missions de chacun et de chacune en fonction de leurs compétences et également de leur niveau d'autonomie. Donc ça, c'est au niveau global. Et si je fais un focus un peu plus sur Rieux-la-Pape, donc on est entreprise adaptée et on a la spécificité d'avoir mis en place, donc dès l'arrivée de nouveaux collaborateurs ou nouvelles collaboratrices, directement une grille de compétences. Grille de compétences qu'on fait évoluer en fonction du niveau de formation de la personne. La personne est directement mise en binôme avec un référent quand elle arrive, de façon à monter en compétences rapidement. Et on a un suivi individualisé avec des conseillers, enfin un conseiller d'insertion professionnelle, j'allais dire des, mais un c'est déjà bien, qui suit de façon individuelle chaque collaborateurs et collaboratrices de chez Ecoder. Chez WeFund? Alors, nous, de notre côté, on est un peu plus petit. On n'a pas forcément beaucoup d'actions, on va dire, sociales d'intégration. Mais du coup, on va principalement avoir des techniciens, en tout cas sur l'équipe technique. Ça va être des personnes qui vont être en cours de formation, notamment en alternance. Et on a aussi, du coup, un autre technicien qui est lui à temps plein. Mais par contre, la spécificité qu'il y a au niveau des profils qu'on a chez WeFound, c'est qu'on a des profils qui sont plus que juste techniciens. À l'instar d'Emmaüs Connect, on fait aussi des formations pour lever les freins au numérique. Parce que, mis à part l'utilisation, il faut aussi que ces outils numériques soient attrayants pour ces débutants. Et donc, du coup, nos techniciens vont notamment démystifier un petit peu l'outil en faisant des ateliers où ils vont démonter l'ordinateur avec l'utilisateur et démonter leur ordinateur qu'ils vont avoir après. Donc, ça travaille aussi, il y a un travail de formation qui est fait par les techniciens et on a aussi un côté qui est plus côté électronicien avec notamment donc, un de nos techniciens qui lui va être plus sur notamment la réparation, beaucoup plus dans le détail avec les cartes mères, de la soudure, etc. Et je souhaite quand même dire que ces formations, enfin ces ateliers proposés par WeFund valent vraiment le coup parce que ça démystifie la complexité d'ouvrir un ordinateur portable. Je l'ai testé moi-même et ça y est, je peux le faire. Au niveau d'Emmaüs Connect, on a 2 types de reconditionnement. Donc soit on passe par nos partenaires solidaires qui sont soit des ateliers chantiers d'insertion, des entreprises à but d'emploi, et on travaille également avec Ecoder. Mais il y a aussi une grande partie de nos équipements, enfin des équipements collectés qui sont reconditionnés par nos bénévoles. On a en région environ 40-50 bénévoles qui travaillent au reconditionnement des ordinateurs, des tablettes et des smartphones. Et voilà, donc c'est un collectif qui se retrouve 1 à 2 fois par semaine. C'est des gens très très motivés et c'est un peu la partie la plus attractive pour les bénévoles chez Emmaüs Connect. Le profil de personnes, ça va être des retraités,
mais aussi des jeunes étudiants et des personnes un peu en pause professionnelle qui ont envie de mettre un peu les mains dans le cambouis et de comprendre un peu mieux le côté informatique. Et je pense que pour l'historique, c'est important, c'est que le côté équipement, lever le frein à l'accessibilité en donnant de l'équipement est vraiment venu avec l'essor du bénévolat. Donc c'est les bénévoles qui ont poussé cet aspect et qui ont ensuite, ça nous a demandé aussi de les accompagner, de les former, de les encadrer et de faire remonter aussi leurs exigences au niveau de la formation. Et donc tout l'enjeu maintenant, c'est d'arriver aussi à vous faire connaître pour le coup, parce qu'il faut distribuer ce matériel, le donner, le vendre. Vous y prenez comment pour vous faire connaître? Quels canaux de distribution vous utilisez? Au-delà de vous mettre en visibilité comme on peut le faire ici par l'intermédiaire de ce forum. D'ailleurs, j'en profite, je fais une petite propagande interne, mais on travaille à la métropole justement sur la visibilité de ces acteurs. Donc tous les acteurs du reconditionnement local, vous les retrouverez sur ce petit annuaire très simple, où il y en a une quinzaine. Donc vous en avez 3 sur scène, mais il y en a une quinzaine sur le territoire. Et si vous voulez en savoir plus sur le reconditionnement, un petit résumé de ce qu'on a vu aujourd'hui, on a une petite plaquette, donc j'en aurai à disposition pour ceux qui le souhaitent. Donc ça fait partie des travaux qu'on mène à la métropole pour sensibiliser, informer et mettre en visibilité les acteurs de cette filière, leur donner un coup de pouce. Je continue, j'ai le micro. Alors, au niveau de la collecte de dons, on va faire beaucoup de prospection, participation à des forums, des concertations pour tout ce qui est décision publique vis-à-vis de l'inclusion numérique. Mais après, il y a toute la partie distribution, où là, on va faire un travail de maillage très très fin auprès des acteurs et des structures de l'action sociale, parce qu'en fait, nous, on ne va pas repérer les publics, mais c'est nos partenaires qui vont nous orienter les publics en situation de précarité numérique et autres précarités. Donc là, c'est vraiment un travail constant de moi, des équipes d'Emmaüs Connect au niveau régional, d'aller rencontrer, d'organiser des événements autour de l'inclusion numérique, de l'impact environnemental, etc. Du coup, nous, au niveau de WeFound, alors déjà, premièrement, on a la chance d'avoir eu un travail de communication qui a été fait dès le départ, dès la création de l'association, ce qui nous permet déjà d'avoir aussi un bon référencement sur Internet. Après, donc, on utilise aussi principalement LinkedIn en tant que réseau social pour essayer de se faire un peu plus connaître. Mais ce qui va avoir aussi beaucoup d'impact, c'est de toute façon ce genre d'événements, les salons aussi sur lesquels on va se présenter pour aller trouver justement de nouveaux partenaires. Après, du coup, on a beaucoup d'entreprises qui viennent du coup directement vers nous, plus en passant par le canal Internet. On a moins besoin peut-être de démarcher parce qu'on ne fait peut-être pas les mêmes chiffres non plus qu'Emmaüs Connect et Ecoder, mais du coup, on passe beaucoup sinon par ces moyens-là, du coup. Merci. De notre côté, pour le coup, on travaille énormément en B2B. Et de ce fait, on fait du démarchage direct. Démarchage direct à la fois des établissements scolaires, des collectivités, des associations énormément, des entreprises et puis des infogéreurs. Donc c'est vraiment notre cible de départ. Après, on travaille également avec toutes les centrales d'achat avec lesquelles on a une grande accointance, on va dire, et notamment des valeurs communes, que ce soit au niveau de l'aide à la personne ou que ce soit également en termes de tout simplement de proximité client. Et pour terminer, on vend également à des particuliers. On vend à des particuliers directement via notre site internet ou directement sur site
si les personnes souhaitent se déplacer. En l'occurrence, on peut directement vendre du matériel sur le site de Rieux-la-Pape si besoin. Il faut savoir qu'en 2023, on a distribué à des fins solidaires plus de 2500 machines au niveau national. Mais c'est vraiment quelque chose qui est extrêmement prégnant chez Ecoder. Donc on voit, là on va arriver à la fin bientôt de notre table ronde. On va laisser un peu de temps, ouais, encore une dizaine de minutes, on laissera un peu de temps pour les questions à la fin. Donc on voit que vous êtes des acteurs majeurs hein, sur ces questions d'exclusion numérique. Est-ce que selon vous, on peut aller encore plus loin? Il y a encore des choses à faire et si oui, est-ce qu'il y a des freins à lever? Comment vous voyez un petit peu les perspectives d'évolution sur cette filière? Et puis si nous, en tant que collectivité, on peut faire des choses, est-ce qu'il y a des choses qui sont sur un territoire qui sont nécessaires et sur lesquelles on doit se mobiliser? Je dirais qu'il faut collecter plus. Collecter plus, c'est pas évident, mais c'est vraiment la chose qui est importante. Parce que qui dit collecter plus, dit qu'on va pouvoir reconditionner plus, et plus on pourra reconditionner, plus on pourra mettre à disposition du matériel à des personnes en situation de précarité. Donc c'est vraiment la chose sur laquelle il faut se focaliser. Valentin l'a dit tout à l'heure, peut-être en re-questionnant les usages. Parce qu'aujourd'hui, pour faire 80% de ce qu'on demande à un ordinateur, à savoir de la bureautique et puis de l'Internet, on n'a pas besoin d'une machine de guerre pour ça. Une machine reconditionnée fait très très bien l'affaire. Et si les personnes prennent conscience de ça, elles peuvent tout à fait redistribuer l'ensemble des parcs dormants qui sont encore dans les entreprises, qu'on pourra reconditionner et qu'on pourra remettre à disposition. Donc ça, c'est la première des choses. Et je dirais que la deuxième, il faudrait vraiment créer des appels d'offres sur la base de marchés réservés, de façon tout simplement à pouvoir associer des critères à la fois de RSE et puis des critères environnementaux pour pouvoir tout simplement favoriser à la fois l'inclusion et également la partie Made in France qui est extrêmement importante parce qu'on n'en a pas parlé tout à l'heure, mais il y a une grosse partie du reconditionnement qui se fait à l'étranger et pour le coup les acteurs que vous avez en face de vous sont vraiment des acteurs qui font du Made in France. Alors, je vais aller un petit peu plus loin, on va dire, sur le questionnement des usages, notamment en questionnant l'usage de Windows. Alors ça, c'est plus parce que aussi du côté de WeFound, on est beaucoup trop open source, mais du coup, c'est vraiment quelque chose qui, si on s'en passe, globalement, nos ordinateurs qui ont 15 ans, on pourra clairement les utiliser sans aucun souci. Nous, les ordinateurs qu'on a en interne, ils sont de 2014 et ils fonctionnent très bien pour ce qu'on fait. Donc, on sait que c'est pas du tout un frein et que si on était avec du Windows, on serait obligé d'être sur du 6 ans maximum pour avoir un environnement qui est sécurisé. Mais du coup, au-delà de ça, il va y avoir aussi le côté... Sur les ordinateurs, on peut faire aussi plein de choses différentes. Il y a beaucoup d'entreprises qui auraient besoin juste d'un serveur tout simple, avec plein de micro-ordinateurs qui pourraient être vieux, qui pourraient avoir 20 ans, mais qui serviraient juste à se connecter au serveur, et ce serveur pourrait faire aussi tout l'usage. C'est plein de façons comme ça qu'on a pour penser la filière, de penser les nouveaux usages qu'on pourrait avoir de ces anciens matériaux qui en soi sont fonctionnels, mais par contre ne sont plus acceptés pour des raisons de sécurité. On a moyen en fait de les rendre toujours fonctionnels avec l'informatique en général, vu que en général s'il nous manque quelque chose, on peut toujours essayer de le coder pour que ce soit disponible. Donc
ça serait plus là-dessus qu'il faut qu'on fasse évoluer quand même les mentalités sur ces usages et que chacun, du coup, n'ait pas de frein à passer sur autre chose. Je me joins à vous pour ces considérations. Et je pense qu'il y a aussi une réflexion à faire sur le tout numérique et voilà, pour tout ce qui est accès aux droits, de permettre à tout le monde de pouvoir accéder aux services sans passer forcément par un ordinateur et par Internet, par une plateforme, parce que c'est pas évident pour tout le monde. Et toujours accompagner le don ou la vente à prix solidaire d'équipements, de l'accompagnement aux usages. Parce que voilà, c'est pas parce qu'on a un smartphone qu'on sait ensuite s'en servir pour accéder à ses droits ou chercher un emploi. Ça va être très simple de scroller et d'aller sur les réseaux. Mais voilà, l'étape suivante n'est pas forcément donnée à tous les publics sans un accompagnement minimum. Voilà. Très bien, merci. Je vais en profiter pour expliquer un petit peu aussi, nous, Métropole Lyon, pourquoi on s'intéresse autant à cette filière. On l'a aperçu, mais on est dans le cadre effectivement de l'économie circulaire pour le coup. On est dans le cadre du champ social. On est sur des nouveaux modèles économiques, donc qui sont exactement ce que nos élus et notre nouvel exécutif nous a donné comme ligne de conduite à la direction de l'économie. Savoir produire moins et consommer mieux, plus de justice sociale, travailler et faire émerger de nouveaux modèles d'affaires et des nouveaux modèles économiques. Et donc cette filière concentre à elle seule un petit peu toutes ces nouvelles modalités d'action. Et voilà pourquoi on a décidé de les accompagner. Alors moi, à titre personnel, donc je les connais bien puisque je réunis donc c'est la quinzaine d'acteurs de la filière à peu près 2 fois par an. Donc ça fait partie des ateliers et des rencontres importantes pour qu'ils apprennent à se connaître, pour qu'ils nouent des liens, des collaborations, qu'ils fassent du business ensemble. Quand on travaille ensemble, en général, on va un peu plus loin et on est un peu meilleur. On est en train de réfléchir à un pôle immobilier sur Bron pour créer un pôle de reconditionnement qui mutualise certaines compétences, qui fasse de la formation. Donc ça, c'est un projet à 2-3 ans que l'on a, vraiment de faire sortir de terre un immobilier dédié à cette filière pour augmenter encore les capacités productives sur ce marché. Voilà les types d'actions. Puis présenter ces entreprises sur des salons où chaque fois qu'on a l'occasion, on les invite. Voilà les actions qu'on essaie de mettre en œuvre pour développer cette filière. Je ne sais pas si vous avez un mot à rajouter. On a du temps pour des questions. Est-ce que... Oui, on a 5-10 minutes. Si vous voulez, s'il y a des questions dans la salle, on va les prendre. N'hésitez pas. Premier rang, magnifique. Bonjour à toutes et à tous. Hervé Greliat, je suis DSI à la Métropole de Lyon. Merci pour votre présentation et pour votre engagement qui, pour le coup, fait vraiment sens. J'ai plusieurs questions que je vais essayer de regrouper ensemble. Première question qui est un peu pratico-pratique. Est-ce que ça vous arrive de faire du reconditionnement, entre guillemets, sur site? C'est-à-dire plutôt que prendre un parc, le reconditionner et le revendre ailleurs, quelque part, de nouer des partenariats et de reconditionner chez le client lui-même. Ça, c'est ma première question, parce que je sais que ça arrive dans certaines villes. Est-ce que c'est des choses que vous faites sur le territoire? Deuxième question qui est plutôt une réaction. Vous avez dit, Valentin, quelque chose je trouve d'extrêmement pertinent parce que l'informatique, comme souvent, est aussi un éternel recommencement. Si on se met quelques décennies en arrière, certains d'entre nous se souviennent des histoires de consoles VT, etc. C'est-à-dire qu'en gros, effectivement, le modèle, j'ai des serveurs et j'ai des clients qui sont ultra légers, tant d'un point de vue technologique que d'un point de vue mémoire. Donc, il n'y a pas grand-chose. Et donc, effectivement, on peut les garder longtemps. On a pris l'habitude d'avoir des ordinateurs ultra puissant. J'aimerais creuser un petit peu ce sujet-là sur votre réflexion par rapport à ça, sur effectivement, est-ce que ce chemin-là est un chemin qui est viable? Est-ce que vous l'avez constaté chez certains de vos clients? Je sais que certaines collectivités, notamment les communes, le pratiquent pour les écoles, de manière effectivement à pouvoir faire baisser au maximum le coût des équipements et aussi de pouvoir les prolonger plus longuement. Et puis dernière question, vous avez appelé les acteurs à faire appel effectivement à vos structures. Côté Métropole de Lyon, sur le fait de faire un marché réservé, on s'était posé la question, notamment pour des questions de volume.
Métropole de Lyon, c'est 20 000 équipements à peu près. Donc ça commence à faire beaucoup de volume pour des structures qui ont, en tout cas à l'époque où on s'était posé la question, pas forcément la capacité de le faire. Est-ce que ça vous arrive aussi de travailler ensemble, sous forme de fédération, de manière à pouvoir traiter des volumes importants? Je vous remercie. Oui, au niveau du reconditionnement sur site, on en a parlé pas plus tard que ce matin avec un client potentiel. Donc je dirais que ça dépend typiquement de ce qu'on veut reconditionner. C'est-à-dire que si on a énormément de réparations sur le matériel, c'est vrai que là, ça va être compliqué. Ça va être compliqué de le faire sur site, ça c'est évident. Par contre, on évoquait ce matin le remplacement typiquement de batteries sur site. Donc ça, c'est des choses qu'on va mettre en place assez rapidement. Donc oui, il faut vraiment jauger, je dirais, le niveau de reconditionnement, mais on peut se déplacer sur site et puis les techniciens et techniciennes sont plutôt friands de le faire, pour le coup, parce que ça leur change de leur quotidien et c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Sur la partie liée au reconditionnement et la possibilité de faire des marchés réservés. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure. Chez Ecoder, on a traité déjà 20 000 machines l'année dernière. Et on a, avec des partenaires, répondu à des marchés il y a quelques temps là-dessus, notamment sur des marchés pour la Dirisie. Donc directement au niveau des armées, où là il y avait des très très gros volumes, et on a répondu directement, conjointement avec deux structures. Donc ça, c'est des choses qu'on peut mettre en place, bien évidemment, également. Pour revenir sur le reconditionnement sur site, nous, même si on en fait très peu, on en fait notamment pour d'autres associations qui sont aussi sur Villeurbanne, mais c'est plus la finalisation. Donc ça va plus être des réinstallations qu'on va faire parce qu'on est déjà au courant que le matériel a été récupéré dans un très bon état de la part des autres associations. Pour le côté que serveur-client léger, on a voulu mettre en place certaines choses. On sait que c'est une idée qui vaut le coup parce qu'on a notamment certains ordinateurs qui nous ont été donnés pendant le confinement pour le gros programme Wii Home qui du coup serait en attente d'une deuxième vie mais qui commence à devenir plutôt vieux parce qu'il date de 2010-2012 dans cette période-là et c'est déjà des ordinateurs qui de base étaient prévus que pour la bureautique. Donc on sait qu'on pourrait les utiliser en tant que client léger. Ça serait une idée, mais le problème c'est arriver à tirer des personnes qui soient intéressées et qui soient prêts à passer le pas. Mais du coup, c'est quelque chose qu'on aimerait pousser, en tout cas en termes techniques. Ensuite, pour le côté marché réservé et travailler du coup ensemble entre acteurs, je pense que du coup avec Emmaüs Connect on a un plutôt bon exemple là-dessus où on a répondu à deux du coup sur le marché d'équipement des personnes qui sont en situation de précarité. Donc moi je vais peut-être parler plus de la version don sec, donc des dons directement auprès des personnes, sans formation, et je laisserai Flora parler de tout ce qui est formation avec. Mais donc du coup nous on va leur donner des ordinateurs directement en leur fournissant du coup surtout l'entretien sur le long terme pour qu'ils puissent pouvoir utiliser l'ordinateur le plus longtemps possible. Et du coup je vais te laisser parler. Oui, je pense que ce marché-là en question, si on le prend comme exemple, c'est jusqu'à 3000 ordinateurs distribués, ce qui est assez lourd à porter pour une association. Donc c'est pour ça qu'on a voulu s'associer avec WeFund. Et comme le disait Valentin, il y a une partie don sec, de distribution, disons, pure, et puis il y a une partie où il y a des parcours, où on va accompagner les publics à qui on va donner les ordinateurs à une prise en main
des équipements donnés. Et puis pareil, c'est comme si on vendait un ordinateur, il y a une garantie qui va avec, il y a un suivi, une hotline et tout ce qui va avec la vente d'un équipement. Mais ça, bien sûr, on n'aurait pas pu répondre seul. Alors là-dessus, pour la mise en place justement de clients légers serveurs, ça fait partie donc des choses qui étaient surtout travaillées par le fondateur. Nous, on essaie toujours d'avancer là-dessus. Je n'ai plus en tête des entreprises qui l'ont fait, mais par contre, on voulait le faire notamment auprès de l'école de la deuxième chance quand on a eu un billet pour pouvoir les aider, mais du coup, malheureusement, ça n'avait pas pu se faire. Mais là, je n'ai pas d'idée d'entreprise qui l'aurait fait ou d'association. Mais je pense que si je vais chercher un peu, je sais qu'il y en a certains qui l'ont déjà fait. On récupère, nous, des clients légers dans des grosses entreprises de grosses marques, notamment. Je sais que pour des entreprises de cosmétiques, on a déjà récupéré des équipements qui étaient de ce genre, mais c'était des équipements neufs. Et là, l'idée est d'aller plus loin. C'est en fait un ordinateur qui était avant un ordinateur fixe, qui était fait pour de la bureautique, peut de nos jours devenir ce client léger. À ceci près qu'il ne fait pas la même taille et ça peut poser problème. Attends, j'ai une question. Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est un client léger ? Ah oui, pardon. Ça, c'est mon côté technicien, désolé. Un client léger, pour faire simple, ça va être un ordinateur qui va faire à peu près la taille de 2 smartphones comme ça, l'un sur l'autre. Et ça va être donc un ordinateur très fin avec des fonctionnalités vraiment de base. Il va avoir à peu près la même puissance qu'un smartphone. Peut-être pas de dernière génération, mais donc du coup ça va être vraiment un ordinateur qui va être tout petit. On va faire en sorte qu'il soit le plus petit possible et il va juste servir à se connecter à un serveur. Il ne va pas y avoir de puissance de calcul forte dessus. Il ne va pas y avoir des gros processeurs i9, ce genre de choses. Mais par contre, il va y avoir juste ce qu'il faut pour se connecter à un serveur et c'est le serveur qui fournit la puissance de calcul. Donc c'est comme par exemple quand vous vous connectez à votre boîte mail elle est gérée par un gros serveur chez Google et c'est pas votre téléphone qui va gérer vos mails. C'est du côté de Google que ça se passe. Là c'est exactement le même principe mais ça serait à l'intérieur d'une entreprise. On a encore 1 minute s'il y a une question. Oula, oui, il y a plein de questions. Je sais pas. Il faudra des réponses courtes. Bonjour, c'est une petite question technique suite à un repas de famille dimanche. Il y a quelqu'un qui est dans une entreprise et je lui disais qu'est-ce que tu fais du matériel? Il me disait là on va changer justement, on va les distribuer. Je dis c'est dommage de ne pas les donner. Oui mais nous on les donne pas parce qu'il y a des données dessus. Et rien ne il est hors de question qu'on laisse des données. Donc, comme tout à l'heure, vous parliez de certificats, de choses, est-ce que c'est quelque chose qui est prévu ou pas ? Là-dessus, pour faire simple, il y a plusieurs façons de certifier. Il y a des logiciels qui sont reconnus notamment par l'ANSSI. Je citais Blanco tout à l'heure. C'est justement une solution qui est reconnue par l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information. Ça permet donc d'avoir en fait vraiment un papier qui est certifiant que tout a été effacé. Après, nous, par exemple, chez WeFound, on a plusieurs façons de faire. On voit toujours avec l'entreprise, selon ce qu'elle veut. Parce que du coup, ces certificats très certifiants avec un logiciel spécifique, ça va avoir un coût spécifique aussi. Il y a d'autres façons de faire avec des méthodes de constructeurs. Et il y a tout simplement aussi la destruction physique. Alors, c'est pas ce qu'on préfère, parce que nous, on est beaucoup dans le réemploi, pour nous trois en tout cas. Mais par contre, on peut aussi faire la destruction physique. Et sinon, il y a même certaines entreprises qui nous ont demandé en fait de collecter le matériel et de leur renvoyer les disques une fois qu'ils étaient faits. Et c'est pour ça, c'est là d'où vient aussi le fait qu'on rentre en inventaire et l'ordinateur et les disques de données pour que justement en fait on ait une traçabilité de A à Z sur les données au cas où il y a un quelconque problème et qu'on puisse tout de suite le voir. Et
si je peux rajouter, il y a aussi des entreprises qui, pour éviter tout problème, effacent elles-mêmes les données. Comme ça, elles sont sûres que voilà, il n'y a pas de fuite possible. Bonjour, pour ma part, je suis Cécile, je viens du département de la Drôme. Merci à la métropole de nous avoir invités. Alors nous, on a monté une filière dans notre département, mais on est super inquiet sur le modèle économique. Donc, je ne sais pas si vous allez pouvoir faire une réponse courte, mais moi j'ai un peu une question sur le modèle économique, du début à la fin. Enfin voilà, comment est-ce que du coup vous arrivez à monter des projets comme ça où chacun s'y retrouve, et sachant que visiblement il y a des réseaux différents. Mais bon, voilà, c'est une de mes questions. Pour faire une réponse courte, je pense qu'il va falloir qu'on aille discuter après ensemble à la sortie, parce que là, vous faire une réponse en 20 secondes sur ce genre de questions, ça va être compliqué. Évidemment, on a tous et toutes des subventions pour notre modèle, et en même temps, on cherche à le pérenniser au maximum de par la vente de matériel associé. Donc c'est vrai que c'est à chaque fois un équilibre juste entre les subventions, entre la vente de matériel associé, les coûts de revient évidemment du reconditionné. Je parlais tout à l'heure de rachat de parc, donc ça vient évidemment en supplément. Donc je dirais qu'il n'y a pas de réponse toute faite sur ce type de questions. Par contre, on peut en parler et puis voir déjà quel est votre modèle à l'heure actuelle, et puis voir comment on peut peut-être dupliquer une partie de nos propres modèles. Je me permets une petite réponse. Dans le marché dont il parlait tout à l'heure, Flora et Valentin, en fait, la métropole a fait un appel d'offres de 700 000 € en fait, sur les 3000 machines qui contribuaient au financement de cette filière, par exemple. Et puis, donc là, on a effectivement le cas de reconditionneurs, donc dit plutôt solidaires. Effectivement, on a vu emploi de personnes en insertion ou porteurs de handicap, etc. Ce qui n'est pas le cas de tous les reconditionneurs. Donc, il faut savoir que certains n'ont pas de subvention, sont sur on va dire, de l'économie traditionnelle et arrivent malgré tout à dégager quand même un modèle économique viable. Certains se portent même plutôt très bien et grandissent très vite. Hein. On a le cas sur le territoire. Donc oui, les modèles économiques, il y en a plusieurs de différentes sortes, mais on peut aussi avoir des modèles économiques très traditionnels et qui fonctionnent quand même très bien. Et la meilleure preuve, c'est que nous, on avait une certaine crainte quand on les a tous réunis. On se disait, mais est-ce qu'ils vont venir? Parce qu'ils sont un peu plutôt concurrents les uns des autres. Et en fait, ils sont plutôt contents de se retrouver, même si effectivement, ils sont sur les mêmes marchés pour certains, mais parce qu'ils se rendent compte que c'est une vraie filière en plein développement. Donc, il y a de la place pour tout le monde. Il y a encore de la place pour des acteurs, quoi. Peut-être une dernière question, s'il y a, et puis on va s'arrêter là. Si c'est tout bon. Je vous remercie. Je veux juste rajouter, pour tout ce qui est du modèle économique, hein, c'est quand même important de travailler ensemble. Et est-ce que ça fonctionne? Et enfin, en ce moment, il y a plusieurs outils communs du numérique qui sont en train d'être développés, co-développés. Et je pense que voilà, de tous contribuer à ces communs pour massifier le reconditionnement des équipements informatiques, ça peut être intéressant pour le futur. Je fais une dernière petite réponse aussi, parce qu'on a aussi un modèle économique qui est différent. Moi, je vais aller peut-être un peu plus dans le concret. Nous, on n'a pas que le côté soit marché public, subvention ou mécénat. On a décidé de faire en sorte d'avoir un troisième pilier aussi qui va être un pilier de vente. Mais du coup, on va jongler en fait entre ces trois piliers selon la conjoncture. On va toujours avoir peut-être, en tout cas les collectivités ou l'État qui vont être plus présents, ou des mécènes qui vont être des entreprises qui vont être plus ou moins présents. Et on aura toujours après derrière pour comme levier la stabilisation via les canaux de vente. Eh ben merci. Hein, je pense qu'on a bien couvert le sujet et c'était très, très intéressant. J'espère que ça vous a plu. On laisse la place à la prochaine conférence. Et merci beaucoup.